Nous sommes très contents d'être là avec vous aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous sont là en personne, donc vous êtes venus de partout dans le monde pour être là. Donc c'est un événement très spécial. C'est notre premier événement qui a été fondé par des dons et des sponsors. Donc nous avons beaucoup à faire aujourd'hui. Et nous vous remercions pour votre soutien. Donc, j'aimerais bien reconnaître les sponsors. Donc, cet événement n'aurait pas pu être possible sans le soutien de l'Université de Toronto, le département de médecine et de la part de l'Institut canadien de la recherche en ce qui concerne la santé. Et notre niveau argent, cette compagnie pharmaceutique aussi. Donc, j'aimerais bien commencer en présentant notre première conférencière. Donc le professeur Hirschfield. Donc, elle est il est le président et le directeur du programme pour les maladies du foie. Donc, il est spécialiste par rapport à la colite primaire biliaire et par rapport au greffe aussi. Et c'est une biographie assez courte parce qu'il est aussi quelqu'un qui présente ses opinions en ce qui concerne ce champ et nous apprécions beaucoup ce qu'ils font par rapport à la recherche qu'il fait en ce qui concerne la cholangite sclérosante primitive. Wow! Donc, je vais utiliser le micro. Donc, ça me fait plaisir de vous voir tous ici et nous voulons remercier Jess et tout le monde. Donc, c'est bien de reconnaître le fait que je viens de la Grande-Bretagne. Donc, par rapport à la décoration dans la salle, donc ça me rappelle la Grande-Bretagne. Donc, le but, c'est vraiment de s'assurer que tout le monde qui est impacté par cette maladie, tout le monde qui souffre de CSP, tous ceux qui vont au laboratoire pour faire de la recherche, ben, le but, c'est vraiment de trouver des traitements pour la maladie. Donc, le docteur Kelemesen et les autres collègues partout dans l'Ontario, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que on s'assure que on obtient des traitements plus efficaces. Donc, nous travaillons très fort à cet égard. Donc, vous devez être un peu patient avec moi. Donc, nous avons quelqu'un qui change les diapos pour moi. Donc, mes divulgations, je suis vraiment prêt à travailler avec toutes les compagnies qui sont prêts à, à, à me donner des fonds en ce qui concerne cette maladie. Donc, nous avons hâte de travailler avec nos sponsors. Donc, lorsqu'on pense à des maladies du foie, donc nous avons un biais, bien sûr. Donc, nous pensons aux maladies auto-immunes, mais il faut contextualiser lorsqu'on on apprend certaines choses et en ce qui concerne le foie. Donc, nous sommes en train d'essayer de, de sélectionner certaines choses qui sont communes. C'est important parce que si on peut obtenir dans le futur des thérapies en ce qui concerne le CSP, nous pourrons bien sûr apprendre par rapport aux traitements qui ont été euh, formulés pour des autres maladies de foie. Donc, il ne faut pas avoir trop de biais. Donc, bien sûr une maladie auto-immune inflammatoire. En ce qui concerne la sanité, il faut avoir une foie saine, un foie sain. Donc, c'est très intéressant
C'est intéressant, est intelligent, cet organe. Donc, ça peut lutter contre certaines faiblesses. Donc, ça a à voir avec votre santé, avec votre immunité. C'est une facteur, c'est une factory de protéines et ça vous prévient d'être envahi par les bactéries. Donc, par rapport à la voie biliaire aussi, ça vous aide beaucoup en ce qui concerne la sanité, les soins. Donc, en ce qui concerne cela, donc, ce qui a lieu par rapport à un patient qui a la CSP, ça devient, donc, ça devient marqué, cicatrisé. Donc, il y a bien sûr des voies biliaires qui excrètent la bile, mais s'il y a ces marques, c'est ça qui causera vraiment des problèmes, des complications, etc. Donc, c'est pour ça que la greffe du foie est très importante. Prochaine diapo. Et au-delà du foie, donc les cliniques sont très occupées, nous le reconnaissons. Nous essayons de vous écouter. Donc, bien sûr, oui, il y a la jaundice. Donc, il y a bien sûr de la douleur par rapport à l'infection, la jaunisse. Et bien sûr qu'il y a aussi le syndrome du côlon irritable. Nous avons aussi des autres maladies auto-immunes. Donc, bien sûr, nous avons cette syndrome du côlon irritable aussi. Donc, nous avons aussi des traitements des autres. Donc, bien sûr, nous avons aussi, bien sûr, des effets secondaires. Donc, nous avons aussi l'inquiétude du cancer. C'est bien sûr un risque pour nos patients. Il faut bien sûr y réfléchir, y penser. Donc, par rapport à notre maladie, il faut bien sûr penser au-delà du foie. Prochaine diapo. Donc, n'importe ce que nous faisons et les recherches que nous faisons, il faut vraiment traiter le patient d'une manière générale. C'est aussi bien sûr le défi. Donc, il faut bien sûr bien comprendre ce qu'on peut analyser, ce qu'on peut faire. Il faut s'assurer que ce que nous ferons ne blesseront pas les autres parties de notre corps. Et ce qui est positif, c'est que nous pouvons vivre avec cette maladie pour longtemps. Donc, en ce qui concerne la thérapie, il y a bien sûr des côtés négatifs et positifs. Donc, il faut bien sûr s'assurer qu'on fasse certaines choses en s'assurant qu'on ne se blesse pas. Donc, cette prochaine diapo, donc c'est vraiment une très bonne diapo. Donc, nous avons une résidente médicale qui dessinait auparavant. Donc, elle a fait cette diapo, elle a préparé cette diapo. Donc, je pense que ça illustre très bien la façon que ça se passe lorsqu'on a cette maladie. Donc, nous avons parlé avec nos partenaires en ce qui concerne la CSP au Canada. Donc, il y avait 6 C. Et donc, le 6e C, c'est vraiment... Donc, c'est la remède, la cure, la guérison. Donc, donc, beaucoup de nos patients sont diagnostiqués avant qu'il y a vraiment des symptômes. Il y a bien sûr la cholangite. Donc, les voies biliaires à taille moyenne et à taille grande. Donc, ça cause des blocages par rapport au foie. Donc, il y a beaucoup de choses qui mènent à cela et ça mène à une cirrhose parce que le foie ne peut pas résister et la cholangite gagne. Donc, en ce qui concerne la cholangite, beaucoup de nos patients ont beaucoup d'informations dans le côlon. Et ce qui est vraiment un petit peu étrange pour les maladies auto-immunes, bien sûr que ça peut mener à un cancer.
du côlon, des voies biliaires et des autres choses. Nous pensons qu'il y a certains tissus qui habitent dans un endroit où ils ne devraient pas être pendant longtemps, et c'est pour ça que pour les prédisposer. Donc, il s'agit bien sûr d'une cure. Donc, donc, nous voulons vraiment pouvoir guérir nos patients, nos thérapies, nos meilleures thérapies viendront en comprenant l'environnement, les voies biliaires, les cellules, la manière dans laquelle les cellules se parlent. Et on peut apprendre de la part d'autres maladies par rapport à certaines thérapies qui ont eu beaucoup de succès dans les dernières 10 ans. Il s'agit vraiment de porter des nouvelles idées, particulièrement de la groupe de Sonia. Donc, au lieu d'avoir la réponse prête, on commence du début. Donc, parlez-moi en ce qui concerne la technologie, cette maladie. Nous avons besoin d'une hypothèse. Donc, il faut bien savoir ce qu'on sait par rapport à cette maladie et aller de là. Donc, c'est un document que je voulais soumettre, mais ça fait 5-6 ans que je veux le faire. Donc, nous avons envoyé certaines de mes collègues à parler avec certaines personnes chez eux. Donc, on a voulu analyser tout cela. Donc, c'est un peu compliqué. Désolée, Sonia, que simplement des cellules. Donc, lorsqu'on écoute des patients, on peut bien comprendre le périple, leurs expériences. Donc, il s'agit de grimper la montagne et arriver au sommet. Et à ce point-là, on est bien diagnostiqué. Et puis après, on tombe parce qu'on reconnaît l'impact du diagnose. Et après, la quatrième étape s'agit de vraiment de continuer. Bien, les gens, bien sûr, s'adaptent, les gens sont résilients, ils peuvent comprendre comment continuer. Puis à la fin, c'est que bien comprendre se demander qu'est-ce qui m'arrivera en tant qu'individu. Donc, il y aura bien sûr des problèmes, il y aura des chirurgiens, ça fera partie de votre expérience. Donc, en ce qui concerne les patients, c'est pour ça qu'on a voulu leur parler. Donc, la cholangite, la fatigue, les démangeaisons, la perte de poids. Donc, il s'agit vraiment de la participation des patients. Nous ne voulons pas que vous soyez des experts, mais nous vous demandons de nous aider pour qu'on puisse prioriser ce qu'on fait en se basant sur l'information que vous avez fournie. Donc, lorsqu'on regarde ces maladies auto-immunes du foie, donc vous avez où l'hépatite B, C, A. Donc, nous connaissons le virus, nous savons ce que c'est. En ce qui concerne les maladies du foie, on ne le sait pas où ça commence. Donc, nous ne pouvons pas dire, ben oui, c'est à cause de ça ou de ça. Donc, les PBC, en fait, ce sont des petites voies biliaires. Donc, c'est très auto-immune. Donc, l'auto-hépatite, c'est de l'information contre les cellules du foie. Donc, ces voies biliaires qui sont de taille moyenne ou grande, ils deviennent cicatrisés ou ils sont marqués. Donc, la voie biliaire devient affectée et puis après, il y a des cicatrices qui se forment. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté à trouver une cure. Donc, certaines personnes ont décrit en utilisant des analogies. On aime bien les analogies.
Donc, ça, c'est ce qui a lieu d'une manière très lente. Nous avons les voies biliaires et nous avons cette cirrhose et bien sûr que ça affecte la zone autour de cela. Donc certaines thérapies qu'on entend, on a de la difficulté à le prouver. Donc, par rapport à l'acide colique. Donc, bien sûr, ça vous aidera pas à vous débarrasser. Donc, c'est pas le traitement le plus efficace pour quelqu'un avec cette maladie, avec la CSP. Donc, vous aurez peut-être de la difficulté à le voir, mais certains d'entre vous auront certainement eu des colonoscopies. Donc, oui, bien sûr que moi, j'étais en train de dormir, non, donc j'ai pas pu examiner ma colonoscopie. Certains d'entre vous auront peut-être regardé l'écran. Donc, nous avons de l'information. Nous pouvons bien sûr mettre des caméras dans vos voies biliaires. Jeff Moscow et mes autres collègues ils font des endoscopies. Donc, c'est comme ça que ça ressemble à ça, votre voie biliaire. Donc, c'est différent. C'est le télescope dans votre voie biliaire. Donc, vous voyez que c'est inflammé. C'est pas difficile de bien voir que c'est inflammé. Donc, c'est pour ça que vous avez de la douleur. C'est pour ça que vous aurez de l'inflammation. C'est pour ça que vous vous sentez fatigué. Et c'est pour ça que ça deviendra dans le temps un cancer. Donc, c'est très similaire à votre colite aussi. Donc, il y a beaucoup de similarités entre le côlon et la voie biliaire. Donc, lorsque nous vous évaluons, nous regardons votre histoire. Donc, nous voyons, nous identifions si c'est plus, ça a pu avoir avec le profil hépatique ou cholestétique. Donc, par rapport à vos tests de sang, donc c'est à ce point-là que vous aurez une biopsie ou que vous aurez un IRM. Donc, si vous avez une bonne diagnose au début, vous pourrez obtenir des meilleurs traitements et vous aurez accès à des essais plus spécialisés. Donc, nous examinons, bien sûr, nous examinons vos tests sanguins et donc, c'est à ce point-là que nous sommes dépendants sur nos radiologistes. Donc, c'est vraiment une inflammation de la voie biliaire, grande voie biliaire, opposée à celui à la taille moyenne. Donc, inaudible. Donc, prochaine diapo. Donc, tout le monde me demande qu'est-ce qui se passera avec moi. Donc, par rapport à l'apprentissage artificiel. Donc, nous utilisons des choses très simples pour vous guider, pour que vous appreniez. Donc, nous avons un numéro de modèle qui examine votre âge, la taille de votre dalle, et pour que vous puissiez mieux comprendre, ce qui aura lieu dans les prochaines 10 ans, dans les prochains 20 ans. Donc, il s'agit d'une prognose, en fait. Donc, nous voulons utiliser certaines technologies. Donc, ce que nous avons sur un côté, c'est à quoi ressemblait votre voie biliaire sur un scan standard RMI. Donc, ça vous surprendra certainement, mais la technologie qui a eu plus de succès, c'est vraiment de mesurer le montant de fibrose du foie. Donc, c'est une compagnie qui travaille sur la technologie
pour que l'RMI devienne, le rapport RMI devienne automatisé pour pouvoir le quantifier, pour qu'il y ait des chiffres à cet égard. Donc, nous voulons bien sûr travailler là-dessus. Nous avons aussi des études avec nos radiologues, avec le clinique Mayo. Prochaine diapo. Donc, si nous voulons arriver au C, la guérison, la cure, donc j'ai bien voulu utiliser Sherlock. Elle était très connue. Donc, elle est plus là. Elle est décédée, bien sûr. Elle a travaillé sur les maladies des voies biliaires, très renommée, bien sûr. Donc, certains thèmes qu'elle a utilisés sont très similaires à ce qu'on fait là maintenant, ce qui cause des problèmes par rapport à vos voies biliaires. Est-ce que c'est de l'infection? Est-ce que c'est à cause d'une infection? Est-ce que c'est à cause du fait que vous êtes né comme ça, etc. Donc, nous avons essayé de comprendre avec plus de détails l'histoire. Donc, nous avons en ce moment ces concepts. Donc, nous avons bien sûr le CSP, l'hépatite auto-immune, la cholangite primaire, la cholangite primaire des biliaires et des cholangites qui ont à voir avec l'IgG4. Donc, ce sont les similarités par rapport à comment on peut l'obtenir. Oui, bien sûr que les gènes ont à voir avec la manière dans laquelle votre voie biliaire se comporte. Donc, c'est très important par rapport à ces maladies et en ce qui se concerne l'environnement. Donc, votre vie, la manière dans laquelle vous menez votre vie, la fumée, par exemple, d'une manière statistique, donc il y a des différences. Donc, le niveau socio-économique, donc l'industrie, etc., etc. Donc, si c'est la cause ou si c'est l'effet que ça a. Donc, toutes ces choses ont à voir avec la maladie. Donc, nous avons ce modèle gruyère. Donc, ultimement, ça mène au risque en ce qui concerne la maladie. Donc, il y a l'autoréactivité, bien sûr. Donc, il y a la tendance de votre corps à attaquer certaines choses. Donc, par rapport à vos voies biliaires, à votre côlon, si c'est anormal, ça mène à des dommages. Donc, par rapport aux blessures, certains d'entre nous, arrivons à bien guérir. Donc, certaines personnes sont affectées par rapport à certaines maladies, mais ils répondent d'une manière différente lorsqu'ils tombent malades. Donc, prochaine diapo. Donc, je vois ça. Nous avons bien sûr un feu. Et une fois lorsqu'on prépare un feu comme ça. Donc, moi, je suis pas très apte à cet égard. Mais il y a des différentes pensées lorsqu'on pense à aux gènes et à l'environnement. Donc, bien sûr, nous avons un feu qui peut s'allumer subitement. Donc, nous avons bien sûr des influences, des facteurs génétiques très forts. Donc, et ça prendra feu. Donc, ça ressemble plus à ce qu'on peut voir sur la droite. C'est que essentiellement, pour que ça prenne feu, il faut vraiment y mettre beaucoup d'essence et après ça prendra feu. Donc, c'est vraiment complexe de cette manière-là. Donc, prochaine diapo. Donc, le travail que nous faisons en Ontario, je voulais vous en parler. Donc, les patients que nous avons partout en Ontario. Donc, nous pensons que ils avons le CSP.
Donc, c'est anonyme, bien sûr. Donc, il y a une population de CSP. Ce qui est important ici, c'est que quand on parle à vous, c'est l'association avec le gradient. Par exemple, il n'y a pas de association avec des autres maladies, comme par exemple avec l'intestin, qui frappe par exemple l'intestin. Et donc, ça marche pas nécessairement avec l'individu, mais ce qu'on trouve par contre, c'est l'environnement dans lequel se trouvent ces personnes, rurales plutôt qu'urbains. Et ceci maintenant nous aide maintenant à mieux comprendre ce qui se passe. Pour ce qui touche maintenant les gènes, on voudrait trouver un gène qui maintenant serait le coupable, mais il n'y en a pas. En Suède, ils ont trouvé un gène qui causerait. C'est ça qu'on appelle un phénotype. C'est exactement quelque chose qui ressemble au CSP. Mais en fait, c'est pas ça. Parce qu'on a trouvé plein de patients qui ont le CSP, mais n'ont pas ce problème avec génétique, n'ont pas le gène trouvé en Suède. Donc, c'est pas le cas. C'est pour ça qu'on doit voir exactement pourquoi on se retrouve avec un gène qui peut causer le parcours qu'il cause. Le côlon est très important de notre côté sur pourquoi les gens développent la maladie. Avec la colite aussi, c'est légèrement différent, car c'est quelque chose qui, en général, n'est pas aussi marquant. On a par exemple des gens qui n'ont pas vraiment de symptômes venant de la colite, mais on se retrouve avec un peu plus de cas de cancer au côlon. Donc, il faut vraiment comprendre quels sont ces gènes. Il n'y a pas qu'un seul gène, il y en a plusieurs, et c'est pas nécessairement blanc et noir non plus. Pour ce qui touche maintenant les gènes, pour ce qui touche les maladies de l'intestin, il y a un certain chevauchement, mais c'est pas un chevauchement très clair. Mais l'autre chose qui est vraiment très claire, très intéressante, par contre, c'est ce qu'on a trouvé ici, que les thèmes plutôt que les gènes. C'est-à-dire que les patients de CSP sont en général pas des gens qui fument, des tabagistes. C'est pour ça qu'on a essayé de trouver des caractères et des composantes telles que le comportement où on a vu une corrélation ici, où les gènes qui ont une association avec la fumée, où il y a maintenant un environnement qui va causer le CSP. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment réel. On peut le voir comme le voyez ici. Prochaine diapo. Après quoi, on a aussi ce rapport très compliqué entre le foie et l'intestin. Mhm. On a un rapport dialectique entre les deux. Il y a la bile, le foie et tout, car vous savez, tout circule ici. Il y a comme un cercle complet du matériel. Et c'est qu'on a, c'est qu'il faut comprendre qu'est-ce qui se passe du côté chronique. Et on a trouvé aussi ce qui se passe du côté de la bile. Et c'est pas seulement mon travail, c'est le travail aussi de plusieurs autres chercheurs. Comme le voyez, à Birmingham, en Angleterre, on a trouvé que quand on regarde maintenant ce qu'on trouve dans l'intestin, c'est pas pareil en fonction de si vous avez ou vous avez pas la maladie, la CSP. Quand on rassemble toutes les signatures, si vous voulez, des traceurs, à ce moment-là, vous allez trouver que la masse n'est pas la même. Car peut-être maintenant, le traitement est un traitement qu'on peut faire dans l'intestin ou dans le foie, mais il faut maintenant penser à ce qu'on va se retrouver plus tard en aval. Et quand on regarde à la maladie, on sait aussi que c'est pas seulement quelque chose qui touche les adultes, ça touche aussi les plus jeunes. Et on a le fait que quand un enfant, maintenant, présente le CSP, on a vraiment quelque chose qui presque ressemble à l'hépatite. Mais quand moi, je les vois, quand ils ont 20 ans, 30 ans, la maladie est bien plus CSP plutôt qu'hépatite. Donc, ça ressemble plus à l'hépatite et change. Et maintenant, on ressemble au CSP. Prochaine diapo.
Maintenant, on a un objectif qui est le suivant, c'est-à-dire que de trouver ce qui est partagé de façon telle qu'on puisse maintenant attaquer ces choses qui sont partagées pour pouvoir traiter ces personnes. Il y a donc tout cet auto-inflammatoire, il y a les intestins, il y a aussi les cicatrices qu'on trouve dans les conduits de la bile. Et on doit maintenant regarder exactement où on peut intervenir pour qu'on puisse maintenant traiter la maladie. Donc, nous, on pense que pour ce qui touche le CSP, c'est que on a pas mal de travail devant nous, en fait. C'est pas fini. Et on est en train de le faire. On a 2 personnes qui s'occupent de la question dans mon laboratoire sur la question. On a besoin aussi que de mieux surveiller les patients, comprendre. On doit regarder aussi à la qualité des soins fournis aux patients, car quand on regarde un CSP, il y a l'isolation sociale, il y a beaucoup de barrières. Maintenant, on parvient à résumer, c'est-à-dire que quand je demande toujours aux gens que quand ils font un diagnostic de ces maladies, il faut toujours penser au patient, à la patiente. Il faut le faire avec un ton humain. Et ça va aider. Il faut aussi expliquer ce qui se passe, mais deux aussi, qu'est-ce qu'on va faire. Ça, il faut regarder au test, qu'est-ce qui va se passer après le test. Il faut aussi s'assurer que tout est fait au bon temps. Il faut aussi regarder à comment on va gérer les symptômes en même temps qu'on essaie de modifier la thérapie au cas il y a une meilleure thérapie qu'on peut suivre ou l'ancienne ne marche pas. Et il y a pas mal de compagnies qui sont en train de développer des produits exactement pour cela. Il faut aussi regarder à la question du cancer. Il faut donc poser les questions d'une façon intelligente et pas faire pleurer les gens, les faire ou causer des autres problèmes. Et puis penser aussi aux côtés des essais cliniques, car ceci signifie que quelqu'un doit être là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit traité, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le groupe de témoins. On ne peut pas comme ça, avec une baguette magique, résoudre le problème. Ça marche jamais comme ça. Merci. Je voulais maintenant vous remercier. Merci beaucoup. On va garder les questions pour après la prochaine session. Amanda Ricciuto est une gastro-entérologue dans la division de gastro-hépatologie de nutrition à l'hôpital pédiatrique de Toronto. Ses domaines de spécialité comprenaient les maladies pédiatriques inflammatoires de l'intestin pédiatrique et maladies hépatiques associées au MII. Surtout la cholangite et sclérose en primitive. Elle est également professeure adjointe au département de pédiatrie de l'Université de Toronto. Mademoiselle, docteur Ricciuto, à vous le micro. Bonjour tout le monde. Merci pour m'avoir invité. Maintenant, ça va pas être facile parce que je viens juste après le docteur Shield, mais je vais le faire. Et on va regarder à ce qui se passe du côté du PSC. Vous avez déjà entendu qu'il y a une association entre certaines maladies à cause des symptômes qu'on remarque. Et quand on regarde toute la gamme de symptômes, c'est quelque chose qu'en général, on retrouve dans le fait que 80-85% des patients ont les deux. Quand maintenant on regarde à ce qui se passe chez nous dans l'hôpital pédiatrique de Toronto, on a remarqué plus ou moins que entre 60 et 80% de nos patients ont les deux. Donc, l'inflammation de l'intestin et aussi le CSP. Comme vous l'avez entendu, il y a pas mal de choses qu'on ne connaît pas encore à ce sujet et on croit que il y a maintenant une certaine communication entre le foie et tout ce qui se passe dans l'intestin. Je pense aussi que c'est essentiel que de le comprenne pour pouvoir comprendre les pathologies. Il y a aussi des autres hypothèses, mais aucune n'a jamais été totalement validée.
L'idée ici, que si maintenant on a un certain biome dans l'intestin plutôt qu'un autre, on a quelque chose qui en ressort, qui ne veut pas en sortir. Et ça entre par le portail et ça cause une réponse auto-immunitaire à cause de ces composés qui sont sortis. Et les lymphocytes sont des cellules blanches, des globules blancs qui maintenant vont aller dans le foie quand on ne devrait pas y aller. Et c'est à ce moment-là que le problème est causé, quand on se retrouve avec ce problème auto-immunitaire. Une question très importante est que on a vraiment deux maladies qui sont peut-être totalement différentes, ou ce sont deux manifestations de la même chose. Et on a trouvé qu'il y a certains caractères qui sont partagés, donc ce qui indiquerait que, et personnellement aussi je le pense, qu'on a quelque chose qui est partagé, quelque chose qui est là et qui change un peu d'un côté et de l'autre. Donc on pencherait plutôt du côté qu'on a quelque chose de commun qui par la suite prend une bifurcation. Mais il faut maintenant totalement comprendre ce qui se passe. Bien, comme vous le voyez ici, vous avez l'idée, grâce à des photos, qu'on a quelque chose qui est très semblable quand on regarde à l'intestin et quand on regarde aux tubes par lesquels passe la bile. Comme je vous l'ai dit, il y a de plus en plus d'indications qu'il y a ces problèmes d'inflammation dans l'intestin et du côté des voies biliaires et qui sont communes. On en a déjà parlé avec le Dr. Hirschfield. Et comme vous l'avez entendu, il y a des gènes qui posent des risques et qui sont assez communs. En outre, bien qu'il y ait ce chevauchement entre les gènes des deux côtés, vous allez aussi remarquer qu'il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que quand on regarde l'architecture génétique, vous, vous allez remarquer qu'avec la maladie de Crohn, vous allez voir que ce qu'on voit chez nous du côté de la CSP, c'est que de la CSP, on a une association très, très marquée. Mais la génétique, donc, c'est seulement une des composantes du problème. C'est pas la seule. Mais il y a aussi la faune dans l'intestin. Pardon, pas la faune, mais la flore plutôt. Car les microbes qu'on trouve dans l'intestin ne sont pas exactement les mêmes, suivant la condition. C'est maladie de Crohn plutôt qu'inflammation, plutôt que la CSP. Et ce qui se passe ici, c'est que quand on regarde à cette DBI qu'on se retrouve et qu'on la place on veut maintenant coller une étiquette en la plaçant dans une boîte, vous devez comprendre que on trouve quelque chose qui est plus à la surface plutôt qu'à l'intérieur des tissus. Et on le trouve aussi bien dans le côlon à gauche qu'à droite. Ça, ce sont des caractéristiques de l'association qu'on trouve chez nous. Mais ayant dit cela, il y a aussi des autres caractéristiques qui sont aussi atypiques. Vous l'avez déjà entendu. D'un point de vue de la colite ulcérative traditionnelle, c'est à gauche. Mais ici, ce qu'on remarque chez nous, dans le CSP, c'est plutôt à droite. Et personne ne sait pourquoi. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a cette inflammation ciliatique de l'intestin plus court. Là, c'est plus ou moins là où le jeune rencontre la partie inférieure du côlon, la partie inférieure de l'intestin.
On trouve aussi qu'il y a des problèmes dans le rectum. Le rectum est, en général, n'est pas frappé de la même façon que le reste du côlon. Mais il y a aussi des autres problèmes. C'est-à-dire que on a des complications, on a l'obstruction de cette partie de l'intestin, c'est-à-dire du petit intestin, où on rencontre le fait qu'on ramasse, on collectionne des fluides qui s'accumulent. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve en général dans la maladie de Crohn plutôt que dans les autres maladies. Donc, en général, nous, on ne voit pas ça chez nos patients. Il y a aussi l'autre question très intéressante, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on appelle en fait la DBI chez les patients dans la CSP? Est-ce que c'est quelque chose d'une ulcération? C'est quoi exactement? C'est pas facile de vraiment définir la maladie quand on se retrouve avec des composantes qui appartiennent aux deux maladies. Donc oui, il faut comprendre ce qui se passe en général. Mais en fait, on a quelque chose qui est une maladie peut-être en soi. Prochaine diapo, merci. Je voulais aussi vous parler de comment on peut décrire dans notre cohorte ce qu'il se passe dans les enfants qui présentent la colite. C'est quelque chose. On a quelque chose comme 115 patients jeunes dans un groupe de 150 presque. On a remarqué que la plus grande partie de patients on développe le problème plus ou moins en même temps. C'est quand on les amène à l'hôpital à cause du fait qu'en général, souvent, ils souffrent de diarrhée et d'autres problèmes reliés à l'intestin. Et c'est là qu'on entre en contact pour la première fois avec ces patients. Mais ce n'est pas tout le monde qui présente exactement le même problème. Et on a aussi remarqué dans notre cohorte qu'on a trouvé que on a des problèmes dans le rectum et quand on regarde au côté pathologique, hein, et quand maintenant on compare les tissus vis-à-vis de ceux des témoins, du groupe des témoins, on a aussi, on trouve un DBI qui n'est pas aussi marqué. Et ça, c'est donc quelque chose qu'on va aussi trouver dans notre résumé, c'est-à-dire que dans notre groupe où on a le CSP d'un côté et de l'autre côté, on a les ulcérations, bien sûr, avec la présence de la DBI. Et on remarque qu'il y a on a davantage de symptômes qui sont moins marqués chez nous que dans le côté des ulcères. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce côté? On utilise moins de stéroïdes de notre côté, on utilise plus de SASA de l'autre côté. Et donc, ils auraient moins besoin de produits biologiques pour nos patients à nous, vis-à-vis des patients qui souffrent de cette DBI, où on remarque aussi les ulcères. Il y a davantage de produits biologiques qui sont en train de sortir dernièrement. Et donc, les effets secondaires ne sont pas les mêmes, mais ils sont moins puissants. En tout et pour tout, quand on regarde maintenant la colectomie, elle est moins fréquente quand on regarde nos patients, nous, dans le CSP. Et en général, c'est quelque chose qui frappe les patients qui présentent aussi un cancer au côlon ou qui sont maintenant réfractaires au traitement. Et quand on regarde maintenant ces chiffres,
et aussi au rapport le fait que le nombre est inférieur. On se retrouve que notre groupe a donc moins de cas où on a dû appliquer la cholestomie. Maintenant, comment est-ce qu'on traite la DBJ quand elle est en présence sur la CSP? Donc, la thérapie est plus ou moins la même, car les principes sont plus ou moins les mêmes. Je voulais aussi vous dire que quand il y avait pas mal de gens qui étaient intéressés, qui étaient excités du fait qu'on avait remarqué que le mécanisme d'action était, était là et bloquait le mouvement des composés hors de l'intestin. Et, et ça, c'était aussi parce qu'on n'était pas revenu à bloquer le passage des lymphocytes. C'est quelque chose qui avait fait crier aux composés, à l'élixir, à la baguette magique qui pouvait tout faire. Comme je vous l'ai dit, les problèmes de l'intestin sont moins frappants quand il y a une association avec la CSP. Et ce qui se passe, c'est que quand on regarde un groupe de patients qui, avec la CSP, avaient des problèmes endoscopiques plus graves, il y avait des problèmes qui étaient silencieux, si vous voulez. Ceci fait aussi que il faut regarder au monitorage pour voir s'il y avait quelque chose pour les protéger. C'est important. Et l'importance aussi que de cette endoscopie. Comme vous l'avez déjà entendu, il y a aussi le fait qu'on a la présence des cas de cancer au côlon. On l'a démontré et on l'a vu, comme on l'a entendu. Il y a aussi le problème de la dysplasie côlon. Et on sait qu'il y a déjà donc ce risque plus marqué vis-à-vis du côlon, du cancer au côlon. Mais il y a aussi quelque chose d'autre. C'est-à-dire que chez les patients qui sont plus jeunes et donc qui sont chez nous, on voit qu'ils ont les problèmes au côlon à droite. Mais ça, c'est pas facile aussi à déceler. Il faut vraiment, on trouve des anomalies, mais on remarque seulement que ce sont des anomalies plutôt que du cancer et d'autres choses. Et donc, ce risque de développer un cancer est toujours là. C'est donc important que de regarder à la colonoscopie et de le faire chaque année pour avoir un diagnostic, surtout chez les adultes et chez les gens qui ont entre 20 et 30 ans. Il n'y a pas vraiment de bonnes données encore, mais les personnes qui ont eu cette maladie pendant au moins 8 ans, ce sont des personnes qui vraiment ont besoin de cette colonoscopie annuelle. Il n'y a pas vraiment de bonne ligne directrice. Et il y a aussi quelque chose d'autre, c'est-à-dire que il faut regarder à comment peut-on vraiment regarder à la question, quand on regarde à la question aux biopsies qu'on va prendre dans l'intestin pour ce problème de l'inflammation intestinale. Il n'y a pas vraiment de quelque chose de très clair ici, de ligne directrice claire. Mais il faut donc passer par la colonoscopie. Je voulais aussi vous dire que il y a une corrélation avec l'inflammation et la CSP qui est très importante et très intéressante en tant que thème, car il y a pas mal de choses qu'on peut apprendre. Et l'inflammation, donc,
pose la question, car on n'a pas vraiment beaucoup de données à ce sujet, au sujet de comment il y a une influence de côté de l'inflammation sur la progression de la CSP. À l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment quelque chose de clair. Il faut garder à l'esprit qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'études non plus. Il faut regarder à cette quantification. Et il faut aussi regarder à cette sévérité de la progression de la maladie, de ces maladies au pluriel, en fait. Mais il faut donc penser à faire la bonne étude, celle qui va démontrer le tout. Et donc, démontrer ce rapport entre l'inflammation, la PSC, là où il y a des données assez claires ou très claires, c'est comment on peut prévenir le, le fait que la PSC peut revenir. Ça signifie que c'est qu'il y a donc la récurrence a lieu parce que c'est cette communication entre l'intestin et le foie. On a ici des données venant de méta-analyses sur plusieurs études qui regardent à la colectomie. Mais de l'autre côté, on remarque aussi qu'il faut aussi regarder aux facteurs risques. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une étude qui démontre qu'on la colectomie, avant même que les gens ne sachent qu'ils ont la CSP, va permettre aussi le fait qu'on pouvait passer directement à avoir moins de transplantation de foie et aussi de décès. Mais la sévérité de l'inflammation et aussi quelque chose qu'on a remarqué est associé directement contre un facteur des cas de cancer côlon. Donc, qu'est-ce qu'on devrait retenir ici? C'est-à-dire, c'est que on doit mieux comprendre, on doit regarder à quelque chose qui, en fait, est distinct des autres maladies. Il y a quelque chose qui la caractérise et qu'on ne trouve pas dans ce maladie. Il y a bien sûr des ponts, entre guillemets, entre cette maladie et d'autres maladies qui touchent le foie et ou l'intestin. Et c'est pour ça que les symptômes ne sont pas les meilleures choses à considérer. Et quand on regarde maintenant à la progression, moi, je crois fermement que on doit regarder aussi ce qu'on appelle la guérison du tissu de la mucose, car on doit voir si oui ou non ce tissu est normal ou pas. D'un côté, ça permet aussi de mitiger le risque de cancer au côlon. On remarque aussi qu'il y a des meilleurs résultats quand on regarde au problème de l'inflammation. Bien sûr, il peut y avoir la récurrence, mais vous savez, je pense aussi que quand on regarde à la progression, on peut de ce côté-ci aussi ralentir la progression de la CSP, comme les données le suggèrent. Car rappelez-vous toujours qu'il y a ce problème du risque de développement de cas de cancer au côlon. Est-ce que je peux continuer? Oui, bien. Je voulais aussi vous dire très brièvement que je devrais, comme on voit là sur la prochaine diapo, que cette étude est celle de comment on peut maintenant déchiffrer l'écosystème cellulaire quand on a des patients frappés par la CSP. On a donc cette analyse unicellulaire des maladies rares pédiatriques. Vous l'avez entendu, on croit fermement qu'il y a une corrélation
entre l'intestin et le foie de l'autre côté. Mais on ne la comprend pas tout à fait. Et récemment, il y a aussi eu des nouvelles technologies qui permettent que de regarder, non pas seulement dans un tissu, mais même au niveau cellulaire, et non pas seulement du tissu de... Ça signifie aussi que on doit regarder à tout ce panoramique, à tout l'écosystème cellulaire quand on a des patients frappés par la CSP. C'est quelque chose en fait de nouveau, une approche où on va regarder à plusieurs organes au même temps et pour mieux comprendre ce qui se passe grâce à ces nouvelles technologies. Et maintenant, regardez aussi au bénéfice. Des- une maladie pas si grave et puis ça devient plus avancé et on veut aussi se focaliser sur des patients qui n'ont pas été exposés à un traitement. Donc, le but, l'objectif, c'est vraiment d'élucider les facteurs clés par rapport au côlon, par rapport à l'intestin. Et après, et bien sûr qu'on veut utiliser cette information pour développer des thérapies efficaces. Donc, c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. Merci, docteur Ricciuto. Donc, nous avons 15 minutes pour une séance questions-réponses. Donc, j'aimerais bien accueillir Steve Rossi et il sera le modérateur. Il est le président. Il s'est joint au partenaire PSC qui est sponsorisé par l'organisation. Avant les partenaires CSP, il a travaillé dans le champ pour développer des médicaments. En ce qui concerne les maladies du foie chronique, il a aussi fait du travail par rapport aux greffes et ça fait 8 ans qu'il se porte volontaire à cet égard. Donc, un instant, s'il vous plaît. Donc, nous allons réorganiser cela. Donc, j'aimerais aussi accueillir nos participants en ligne. Donc, nous allons essayer de faire une séance questions-réponses en utilisant Slido. Donc, si vous avez un téléphone intelligent, vous pouvez aller à slido.com et puis se brancher en utilisant le hashtag PSCP. Donc, vous pouvez aussi voter pour pouvoir entendre la réponse à certaines questions. Donc, vous pouvez aussi utiliser le microphone si vous voulez poser une question dans la salle. Donc, un instant. Donc, le docteur Hirschfield et Ricciuto, si vous pouvez venir sur la scène, s'il vous plaît, ça serait super. Test, un petit peu plus fort. Est-ce que vous pouvez m'entendre là? Ah, test, test, voilà. Ouais, ça marche là? Ouais, super. Donc, on est en train de préparer Slido. Donc, je vais vous demander de comparer la population adulte par rapport aux enfants, aux jeunes. Donc, par rapport à l'acide oxycholique, donc c'est un traitement possible, un petit peu controversiel, mais quelles sont certaines de vos décisions que vous prenez par rapport à un patient?
Et c'est un médicament qui est inaudible. Donc, vos niveaux PSP sont à 5%. Donc c'était un médicament d'origine chinoise. Donc, si vous faites en sorte que les acides biliaires soient moins toxiques, ça sera mieux. Donc, améliorer ces tests du foie, c'est mieux. Bien sûr que ça améliore la situation, mais il y a des preuves à cet égard, mais je pense que c'est pas le Panacérum PSC. Donc, je pense que c'est pas vraiment la chose qui va tout résoudre. Ça va pas permettre à certaines personnes de vivre plus longtemps, mais ils ont bien sûr des racines au sein de leur voie biliaire. Donc, je suis sanguine, donc je serais d'accord avec le patient. Alors, je serais d'accord à utiliser URSA, l'acide ursodialectique. Donc, je dis à mes patients, si vous avez plus, votre mutuelle ne marche pas, vous n'êtes pas remboursé, donc il y a aussi des effets secondaires. Certains patients perdent leurs cheveux, mais ça me fait pas trop stresser parce que ça nous aide d'une certaine façon, mais ça nous aide pas assez. Ça nous aide pas de la manière dans laquelle j'aimerais que ça nous aide. Donc oui, dans le passé, on l'utilisait d'une manière assez générale, universelle, par rapport à à la section que moi j'ai présentée. Donc 66% des personnes étaient sur ERSO. Donc, Dr. Hirschfeld en a parlé aussi par rapport aux preuves. Il n'y a pas vraiment un bénéfice. Donc, nous sommes écartés un petit peu, nous éloignés un petit peu de cela. Après une diagnose, nous prenons 2, 3, 4 mois pour observer la manière naturelle des fluctuations par rapport aux enzymes du foie. Donc, si nous voyons une, une preuve régulière de cela, nous l'utilisons. Donc, nous disons aux patients que ce n'est pas associé avec des résultats positifs. Donc, si on ne voit pas un bénéfice, on ne l'utilise plus, je dirais. Donc, il y avait quelques questions par rapport à la colectomie, par rapport à la sévérité du IBD ou du syndrome du côlon irritable. Donc, une des questions, c'est est-ce que ça devrait être une procédure standard après une greffe et puis après examiner le tout d'une manière générale. Et par rapport aux enfants, par rapport à ces facteurs de risque, ça se présente comment? Amanda, peut-être vous pourrez parler parce que vous avez parlé des données. Je pense que c'est très important. C'est une question très importante. Donc, j'aimerais aussi ajouter le caveat. Donc, les données ont montré un bénéfice. Donc, ils ne sont pas d'une qualité très haute. Donc, ce sont des preuves qui ne sont pas d'une qualité super. Donc, ils ont consulté des graphiques ou des données administratives. Et ce n'est pas si important par rapport aux essais. Donc, parce qu'on se fie à ce qui a été collectionné, groupé. Donc, les données qu'on a ne sont pas d'une très haute qualité. Pour moi, personnellement, en ce qui concerne une greffe, je pense que les données ne sont pas là où ça devrait être, il devrait être. Donc, nous avons eu des conversations par rapport à certains patients qui ont eu une deuxième greffe. Donc, je pense qu'on devrait faire de notre mieux pour que les données soient favorables. Donc, nous ne sommes pas au point où on considère une colectomie d'une manière régulière avant une greffe. Par rapport aux adultes, donc c'est très personnel, c'est vraiment c'est relié au patient. Il n'y a pas une question, une réponse exacte. Donc, par rapport au niveau de la population et par rapport au niveau de l'individu, bien sûr. Donc, c'est associé avec une maladie récurrente. Donc, si ça aide
mettre fin à cela. Oui, il y a des preuves à cet égard, mais c'est pas assez. Donc, mon approche, c'est premièrement, j'encourage mes collègues en gastro-entérologie, je les encourage de ne pas en faire trop. Donc, si je vois que quelqu'un a de la difficulté, un de mes patients a de la difficulté, je suis claire. Donc, si le gastro-entérologue ne m'écoute pas, je dirais, bah non, vous avez trop fait, ça aide pas, ça vous aide pas d'essayer le médicament le plus récent. Donc, pour beaucoup de nos patients, ça améliore la qualité de vie d'une manière très bénéfique. Donc, il y a le GI un petit peu peur de perdre. On ne conseille pas une colectomie pour quelqu'un qui aura une greffe. C'est pas sans risque. Il y a beaucoup de risques. Donc, ce qui a lieu après une greffe, ça, c'est déterminé par vos gènes en ce qui concerne votre foie. C'est compliqué. Donc, certains patients qui auront besoin d'une deuxième ou troisième greffe, on en parle avec les patients et fréquemment, le patient dit, oui, bien sûr que je sais que vous pouvez pas me dire que c'est la bonne chose à faire. J'aimerais bien prendre responsabilité pour ces décisions. Et si c'est quelque chose que je pourrais faire, ben, ça fera du sens. Désolée, Steve, si je parle trop. C'est un petit peu problématique parce que beaucoup de nos patients sont très jeunes et c'est bien, mais une colectomie, savoir avec une pochette permanente. Donc, les patients avec le PSE, donc ils ont beaucoup de ils ont des problèmes. Et donc, si cette pochette est compliquée, ben, ça pose des problèmes par rapport à la qualité de vie. Donc, il faut faire en sorte que ça soit individualisé pour les patients, pour le patient. Donc, il y a beaucoup de questions populaires. Donc, les microbiomes. Donc, on touche sur ce sujet beaucoup. Donc, qu'est-ce que les patients peuvent faire pour aider leur microbiome? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? On s'est focalisé sur les diètes et bien sûr, les diètes et par rapport à cela, on parle de beaucoup de différentes approches. En tant que patient, est-ce qu'on peut gérer son microbiome de façon clinique? Est-ce que tout le monde comprend ce que ça veut dire, microbiome? Donc, il s'agit vraiment de la présence de différentes bactéries dans votre intestin et il y a des différentes espèces qui porteraient des différents risques pour des différentes maladies. Donc, si vous pouvez peut-être commenter là-dessus. Oui, on a des questions, on reçoit des questions par rapport au syndrome du côlon irritable, etc., etc. Donc, c'est pas vraiment sophistiqué, hein, la réponse que je pourrais vous donner parce qu'on n'a pas des données à cet égard. Donc, si vous faites ça, ça et ça, vous aurez un microbiome sain. Donc, nous savons que par rapport au CSP, IBD, nous savons que c'est différent. Le microbiome est différent. Donc, en général, je dirais que par rapport à la diète, je donne des avis similaires à mes patients qui n'ont pas ces maladies. Donc, il faut bien sûr se focaliser sur la bouffe saine, manger d'une manière saine. Donc, au Canada, nous avisons de ne pas manger des choses avec des matières conservatrices. Donc, par rapport aux diètes méditerranéennes, donc ces genres de diètes sont anti-inflammatoires par rapport à des diètes. Il y a des diètes spécifiques qui ont été développées pour ceux qui ont la maladie de Crohn's. Donc, il faut vraiment suivre des principes, c'est général, des principes généraux. Donc, il y a eu beaucoup d'intérêt par rapport au CSP.
Donc, vancomycin, par exemple, nous ne le conseillons pas d'une manière générale. Donc, par rapport aux résultats en ce qui concerne le long terme, donc nous l'avons utilisé d'une manière particulière par rapport à certains cas. Donc, certains patients étaient très motivés, donc ils avaient eu des problèmes par rapport à leur IBD. Ils avaient utilisé des médicaments généraux. Donc, par rapport à cela, et alors, vous pensez quoi des probiotiques? Est-ce que ça a à voir avec le microbiome? Donc, par rapport à la santé générale, est-ce que ça promouvoit une guérison par rapport au CSP et par rapport au syndrome du côlon irritable? Donc, il y a eu du travail, des études qui ont suggéré que certains probiotiques pourraient aider le CSI. Donc, je pense qu'il n'y a rien de mal. Si quelqu'un s'y intéresse, allez-y, c'est bien, il n'y a pas de problème. Donc, ça pourrait nous aider. Donc, il n'y a pas beaucoup de données qui pourraient vraiment prouver que ces résultats seront différents. Donc, par rapport au CPU, donc ça dépend du montant de choses qui sont qui sont dans ce que vous prenez. Ben, il y a des résultats différents. Donc, il y a aussi des inquiétudes par rapport à cela. Donc, il y a certaines questions par rapport à l'effet des traumatismes ou du stress. Est-ce que ça impacte la progression de la maladie par rapport à vos pensées? Donc, par rapport à CSP ou CSP, c'est SCI, comme ça stimule comment l'existence, la coexistence de ces deux maladies. C'est un peu similaire à la discussion que nous avons eue. Donc, c'est tout logique d'une manière conceptuelle. Donc, par rapport à l'idée, donc c'est difficile de prouver comment on devrait le prouver. Je ne pense pas que le stress chronique, c'est bien. Je ne pense pas que c'est bien pour votre système immunitaire. Je ne sais pas si ça aide à déterminer certaines choses. Donc, il y a un nerf dans le cœur qui s'appelle le nerf vagus. Donc, ça contrôle votre système immunitaire. Donc, mais c'est un rôle. Donc, ce que vous définissez comme étant un traumatisme ou quoi que ce... Donc, c'est vraiment le défi, c'est que comment intervenir une diète saine, c'est quoi exactement? Donc, c'est assez logique, oui, c'est bien sûr facile d'en parler et de le mettre en manchette, mais en tant qu'individu, nous sommes tous différents, nous menons des vies différentes. Donc, ça fait une partie de votre vie. Vous allez gérer votre vie. Bien sûr, il y a beaucoup de choses que vous gérez et vous serez pas dans une position, vous ne serez pas dans une position de ne pas les gérer. Si vous les avez CSP, SCI ou non. Donc, nous devons soutenir nos patients. Et si les personnes veulent utiliser une approche adjonctive par rapport à leur santé, allez-y. Si vous choisissez de ne pas le faire, il ne faut pas vous critiquer, bien sûr, parce qu'en fait, tout le monde essaie de leur mieux et nous sommes tous normaux. Et les gens normaux, des fois, ils mangent trop, des fois, ils ne mangent pas trop. Et nous ne voulons pas que les gens se sentent comme si nous ne voulons pas qu'ils se sentent comme s'ils ne faisaient pas ce qu'ils devraient. Donc, c'est très négatif. Donc, il y a quelque chose, une question plus générale. Comment est-ce que les gastro-entérologues et les néphrologues, comment est-ce qu'ils travaillent ensemble pour collaborer? Comment est-ce que les spécialistes communiquent par rapport dans cette province, dans la communauté? Comment est-ce que vous interagissez avec les gastro-entérologues dans la communauté? Parce que la plupart des patients, donc vous voyez les patients qui sont plus malades, comment est-ce que vous apportez le savoir que vous avez dans la communauté? Donc, les patients sont
dans la communauté. Donc, on prend soin d'eux. Donc, on n'a jamais nié une suivi. Donc, en fait, c'est difficile de se rendre à Toronto. Donc, les consultations en ligne, etc., c'est difficile aussi. Lorsque quelqu'un m'invite à parler, moi, j'y vais. Donc, on n'a pas trouvé que lorsqu'on en parle dans la communauté, dans le pays, avec mes collègues, les gens s'intéressent encore plus et ça les aide à rester à jour, à se mettre à jour. Et par rapport au savoir, ils peuvent bien sûr bénéficier de notre savoir. Le Canada, c'est un pays énorme et le gastro-entérologue a peut-être 2, 3 patients avec le CSP. Dans une grande ville, oui, bien sûr que ça ne fait pas de différence. Si vous êtes à Toronto, si vous êtes sur la rue Eglinton ou St. Clair, donc vous allez arriver au terminus, quoi que ce soit. Donc, CDW Causal, nous sommes allés aux conférences, nous sommes allés au chat, donc nous en avons parlé, donc des causeries, etc. Donc, nous voulons que... Donc, j'ai un biais, en fait, je l'admets. Donc, lorsque dans la communauté, ils voient quelqu'un avec PSC, CSP, ils disent, ben oui, cette personne est spéciale. Donc, ils méritent plus ça. Donc, pourquoi ne penser uniquement aux essais cliniques? Donc, nous savons ce qu'il est fait dans notre communauté. Donc, Amanda, c'est encore plus difficile pour les pédiatres. Donc, par rapport aux gastro-hépatologues, avec une expertise, comme vous vous rendez disponible comment? Est-ce que vous voyez des patients? Donc, vous êtes une des rares pédiatres qui font ce genre de travail. Donc, par rapport au SCI, oui, bien sûr que les soins sont plus centralisés. Il y a des fournisseurs dans les communautés, spécialement récemment. Donc, c'est plus centralisé par rapport à ces kids. Donc, je pense que nous voyons la majorité des enfants avec le CSP. Donc, nous avons hâte de soutenir nos collègues dans la communauté. Donc, nous voyons la plupart d'entre eux. En ce qui concerne la collaboration, ce qui concerne les hépatologues et néphrologues, donc je pense que c'est bien d'avoir une clinique jointe. Donc, les patients s'y rendent et les conversations peuvent avoir lieu ensemble. Et je pense que c'est avantageux aussi si les gens sont centralisés dans un certain endroit. Donc, par rapport au but en ce qui concerne la recherche, je pense que ça aide beaucoup aussi la situation. Donc, c'est un autre forum. Nous avons un patient qui pourra peut-être recevoir un greffe. Donc, il a reçu une marque au milieu. Ils prennent Erso Bezofibrate. Est-ce que vous mettrez fin à ces médicaments pour que leur résultat laboratoire soit élevé pour ça puisse être élevé? Je pense que ça aide pas. Donc, ma pratique, la plupart de nos patients obtiennent une greffe. En Ontario, c'est différent. Peut-être en Colombie-Britannique, c'est différent. Donc, nous relions sur les donneurs vivants. Donc, c'est mieux qu'ils s'y rendent aussitôt que possible. Donc, mon approche générale, c'est de les traiter en tant que personne qui est malade. Donc, peut-être mettre fin à un médicament. Donc, le faire d'une manière artificielle pour que leur note MELT change. Je pense pas que ça aidera je pense pas que ça aidera la situation. Donc, plus ou moins un point ici ou là, ça sera pas bénéfique. Donc, lorsqu'une fois que recevra le point, vous pourrez bien sûr obtenir un donneur vivant ou un donneur décédé. Vous serez prêt. Je voudrais que vous seriez prêt. Donc, mon avis en général serait de ne pas s'y mettre. Donc, la plupart de nos patients ne sont pas sur Bezofibrate, probablement. Donc, d'une manière minime, je dirais.
est-ce que vous feriez quelque chose de différent par rapport aux enfants? Non. Dernière question, parce que nous sommes vraiment vers la fin là. En général, il faudra, bien sûr, il y a quelque chose à voir c'est quelque chose avec la guérison mucosa. Donc, ce serait une approche primaire de votre part. Donc, est-ce que vous pouvez faire quelque chose de plus? Nous avons parlé de diète, microbiome. Est-ce que vous pourrez promouvoir la guérison d'une manière différente? C'est une très bonne question. Je pense que la chose la plus importante, ce sont les thérapies médicales. Donc, c'est ciblé, c'est une approche ciblée. Bien sûr que chaque patient avec CSP ne devrait pas suivre la même thérapie. Donc, il faut bien sûr identifier la thérapie appropriée. Donc, la plupart du temps, ils ont besoin de 5 ASA et bien sûr réévaluer avec une endoscopie. Donc, il faut réévaluer, il faut bien sûr cibler, bien sûr, pour pouvoir obtenir l'objectif, pouvoir réévaluer, refaire. Nous avons bien sûr des thérapies que nous avons faites par rapport aux biologiques et aux petites molécules. Donc, c'est un moment assez intéressant. Donc, nous relions sur la thérapie médicale parce que par rapport aux essais, c'est le plus efficace. Donc, il faut bien sûr mener une vie saine, une diète saine. Donc, bien sûr que vous ne pourrez pas vous guérir par rapport à cet aspect des mycoses. On parle du curcuma, bien sûr. Ça aide la guérison. Il y a des propriétés qui aident à la guérison. Donc, en général, nous nous relions sur la thérapie médicale. Donc, nous sommes vers la fin. Donc, on voudrait mettre fin à cette séance questions-réponses. Donc, merci pour vos réponses superbes. Merci beaucoup. Nous allons faire une pause. Donc, j'ai 2-3 choses à vous dire avant qu'on prenne pour une pause. Merci premièrement à nos conférenciers, conférencières.